Cette invitation me donne la félicité de rencontrer quelques collègues que j'avais connus en 99, quand on était en train de faire à Sélizy l'état des lieux du paysage. C'est-à-dire, et à cette époque-là, c'est dans ce sens, merci aussi d'être avec vous, mais à ce moment-là, Michel Collot déjà mettait l'accent sur la question d'une pensée qu'il n'intitulait pas à ce moment-là « Pensée paysage ». Alors, je commence par celui-là, justement comme remerciement d'être invité à nouveau. J'y étais pour 2005, où je n'ai pas pu venir, mais aussi pour dire que c'est peut-être cette idée de pensée et de paysage associés, mise sous une intersection assez forte, c'est elles qui vont résoudre justement cette notion, cette diversité, qu'elle soit territoriale ou subjective, de la nature brésilienne. Ça, c'est pour vous dire que si d'une part, il y a justement ce gigantisme, il y a cette diversité régionale, d'autre part, nous avons un sentiment d'hybridation et de multiculturel qui se fait zone de convergence exemplaire pour, même si, d'une part, toutes ces régions peuvent en faire une unité, que d'autre part, elles en gardent toute leur singularité. Donc, je crois que le grand point de convergence de ce Brésil, tel qu'il a été toujours, c'est justement cette idée, cette conscience profonde de la pensée d'une certaine multiculturalité, non, et que cela apparaît déjà sous forme, on dit le Brésilien est gai, il y a de la gaieté, mais il y a plutôt un sens de la mélancolie brésilienne qui vient déjà depuis là, Paulo Prado, non, quand il essaie sur la mélancolie, c'est sur la tristesse brésilienne. Bon, ça c'est pour vous dire que justement la nature compte, mais cette nature du dehors, elle renvoie toujours à une certaine pensée intérieure et très subjective. Bon, je vous verrai donc aujourd'hui, parce qu'il y a justement une difficulté de comment essayer de réunir tout ce matériel du contemporain, de la poésie contemporaine, mais tout d'abord, je vous ferai donc de deux documents. L'un que je passe maintenant, pour que justement vous puissiez accompagner les poèmes que je vais lire et que je vais essayer d'expliquer, de lire, de vous apporter ma lecture d'un Brésil contemporain à travers la poésie, mais je ne voudrais pas que cette question de genre, que ce soit le roman ou que ce soit la poésie, au fond, ce qu'il y a, c'est une écriture brésilienne, non, que l'on retrouve surtout, je vous conseillerais de lire ce dernier roman, c'est l'un des derniers romans cités par Jacqueline, de Milton Akum. Il y a un roman très très bien traduit qui s'appelle Rapport d'un certain Orient. Et je crois que ce rapport, la dernière page du rapport d'un certain Orient, Relato sobre um certo Oriente, je crois qu'elle pourrait justement atténuer cette angoisse qu'on éprouve devant la diversité ou, que vous dites, le gigantisme d'un pays comme le Brésil. Bon, ça, je vous laisse comme suggestion de lecture. Et je vous dis que je vais partir, justement, je prendrai comme point de départ deux poètes. Un poète du 19e siècle et un poète assez contemporain. Bon. Un paysage de lumière. Quand vous avez le poème que je vais lire, je vous en fais signe pour que vous puissiez le lire et l'accompagner. Je commence brutalement, sans trop d'explications, parce que moi je ne vais pas le faire. Alors, un paysage de lumière.
Ainsi, João Echeverri, poète symboliste du Paraná, 19e siècle, synthétise-t-il le paysage brésilien, résonnant sur le poète contemporain Horácio Costa de São Paulo, lorsque celui-ci avoue sa réception du paysage dans des fragments de son poème Satori, c'est la quête de la lumière. Comme le dit Horácio Costa, le problème, c'est d'avoir vu tant de reproductions lorsque j'étais très jeune, des paysages fabuleux fanés, des palais et leurs grands escaliers rongés par les années, des parcs et leurs statues figées, des pages et des pages, des fonds épuisés, des visages de touristes pressés qui s'ajoutèrent peu à peu à la banalité essentielle de n'importe quel espace. Ma géographie enchantée est tout autre. Par-delà les yeux et le cœur sauvage, grandit et chemine la résultante soi-disant habitable. Fin de citation. Convergent ces deux poètes dans le dialogue singulier que le paysage brésilien établit avec la lumière comme symbolisme à déchiffrer. Comment traduire le paysage poétique brésilien par cette médiation de la lumière approchée à celui de la quête d'une géographie tout autre? Regard qui se complaît dans l'impact du magnétisme tropical, ou regard qui perçoit sous cet espace lumineux les traces d'un espace autre à dédoubler et à composer. Paysage sans figure ou paysage avec figure. Entre contemplation et clairvoyance, la poésie contemporaine au Brésil prend la voie de la lucidité, de celle qui imprime dans les effets lumineux le parcours d'une certaine diction poétique en deçà et au-delà des seuils géographiques, subjectifs et disciplinaires. Le Brésil n'est pas loin d'ici. O Brasil não é longe daqui, dit le titre d'une étude de la critique Flora Susequim, insinuant cette nouvelle cartographie à établir où la célébration d'un Brésil fabuleux cède la place au paysage comme lieu opérateur de transférences artistiques et culturelles. Vu sous cet angle, l'hommage rendu au Brésil par Claude Lévi-Strauss dans Trisotropique légitime cette productivité paysagère des transférences quand, pour cet anthropologue écrivain, l'acte de transférer présuppose celui de déchiffrer le sentiment d'incomplétude éprouvé par l'étranger devant l'exubérance tropicale. C'est là où je vous rappelle un petit fragment de Claude Lévi-Strauss, lorsqu'il dit dans Trisotropique: tout paysage se présente d'abord comme un immense désordre qui laisse libre de choisir le sens qu'on préfère lui donner. Mais au-delà des spéculations agricoles, des accidents géographiques, des avatars de l'histoire et de la préhistoire, le sens auguste entre tous n'est-il pas celui qui précède, commande et dans une large mesure explique les autres? Cette ligne pâle et brouillée, cette différence souvent imperceptible dans la forme et la consistance de débris rocheux témoigne que là où je vois aujourd'hui un territoire aride, deux océans se sont jadis succédés. Suivant à la trace les preuves de la stagnation millénaire et franchissant tous les obstacles, parois abruptes, éboulements, broussailles, cultures, indifférents aux sentiers comme aux barrières, on paraît agir à contresens. Or, cette insubordination a pour seul but de recouvrer un maître-sens, obscur sans doute, mais dont chacun des autres est la transposition partielle déformée. Fin des citations. Si le dire a permis à Claude Lévi-Strauss de reconnaître la figurabilité du sujet
émergente du paysage, comme présence vouée à l'épanouissement dans le temps et dans l'espace. L'évoquer de nos jours équivaut à retracer la cartographie du paysage brésilien, tout en remplaçant la jouissance de la lumière tropicale par celle d'une certaine opacité produite par des modes et des formes perceptives diffractées, amples et multiples. De cette façon, voie synthèse de l'apport français au savoir brésilien, symbolique et non symbolique, Claude Lévi-Strauss anticipe l'itinéraire suivi par la culture brésilienne concernant la transformation du paysage représentation, qui reproduit l'espace du dehors, en paysage présence, qui retravaille ce dehors par la subjectivité et que, ce faisant, donne naissance à un nouvel espace, comme si le regard de l'autre élucidait pour le même la captation d'un territoire divers occulté sous l'impact de la visualité envoûtante. Sons, parfums, formes et luminosités séduisent la réception étrangère dans la quête de l'autocompréhension de cette singularité environnante, signale à l'intelligence brésilienne les traces d'un paysage distinct échappant au propre regard national. Poète, traducteur, théoricien de la littérature, Haroldo de Campos, qui était très francophile d'ailleurs, Haroldo de Campos traduit cette mémoire résiduelle de la voix étrangère, la configurant exemplairement dans son ensemble de poèmes intitulé L'éducation de Saint-Saëns, poème traduit par Luiz Carlos Júlio Rezende en 1989, dont je cite un poème intitulé Tenzone. Ouro de Provença, ora direis, et vous l'avez là, c'est le numéro 3. Je le lis directement, je lis en portugais pour que vous sentiez le rythme, et je le lis après en français. Ouro de Provença, ora direis, uma doença de sol, sol queimado desse vento mistral que doura e adensa, provedor de palavras, sol Provença, ponta de diamante, rima imensa, como quem olha a contrasol e a contravento pensa. É Nord de Provence.